va commencer en mettant directement les deux pieds dans le plat. Puis tant qu'à faire, on va mettre aussi les deux mains, on va faire une bombe à l'intérieur. J'ai envie qu'on parle de la présence aujourd'hui. Et à quel point c'est super mal compris de la plupart des personnes. Et je vais donner un exemple concret. Il y a un de mes nouveaux clients avec lesquels je vais commencer à travailler dans un mois, qui lors de notre premier entretien me disait qu'il avait déjà eu des formes de coaching groupé au sein de son entreprise, et que ça parlait de présence, de moment présent, de machin, et qu'alors ça, lui, pour le coup, ça lui parlait pas du tout, que c'était du vent, et qu'il n'avait pas grand-chose, pas grand intérêt plutôt, à ces trucs de néo-développement personnel à la mort moelleux. J'exagère un peu, mais franchement, ce qu'il m'a dit, c'était pas loin de ça. Pourtant, la présence, c'est le plus grand atout qu'on puisse avoir en termes de performance, que ce soit personnel ou professionnel. Et quand je parle de performance, j'ai aussi envie de mettre en parallèle le bien-être. Tu vois, je vais donner un exemple concret. Ce matin, la journée, elle a démarré de manière super tendue avec ma femme. Les enfants étaient capricieux, on n'avait pas super bien dormi, donc ce qui a forcément, à un moment, fait monter la pression et mené à des paroles plutôt blessantes. On va dire ça. Je suis sûr que tu vois ce genre de scène, que ça te parle. Mais voici comment je suis passé par-dessus en seulement quelques minutes. Et non, on va pas parler de la politique de l'autruche, de la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, machin. Je suis pas là pour me vanter, pas là pour te vendre une méthode, mais pour te parler justement de l'intérêt de la présence. Ce que je vais te partager, c'est en fait un mode par défaut dont chacun de nous dispose, et pourtant qui est largement sous-utilisé. Si tu as des enfants, ou tu as vu des enfants récemment autour de toi, eh ben, il faut savoir que le mode par défaut dont je vais te parler, c'est celui que les enfants utilisent automatiquement lorsque on les voit hurler, pleurer pour une raison, se rouler par terre, taper, et switcher d'un coup vers le sourire et le rire en seulement quelques secondes. Comme si rien ne s'était passé. À chaque fois que je vois ça chez mes enfants, je me dis que c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que si chaque enfant en est capable, je le suis aussi. La différence, en fait, c'est que nous, adultes, on a appris à ne plus être comme ça. On a appris à ne plus utiliser ce mode. On nous a, à l'inverse, appris la rancune, la frustration, l'injustice, la rareté, et plus que tout, que ce qui se passe dans notre tête, c'est réel. Et qu'on a bien en fait une bonne raison de rester accroché aux histoires qui, en fait, nous maintiennent l'image parfaite qu'on a de nous sur un piédestal. Et tu vois, à chaque fois que nous évoluons via ce mode de fonctionnement, en fait, c'est un mode dans lequel on est déconnecté de tout bon sens, on est déconnecté de notre sagesse interne, et en fait, toute bonne perspective qu'on pourrait créer, notre créativité, tout ce qui nous rendrait bien, c'est relégué au second rang, c'est mis au placard. Le truc, c'est qu'on manque de clarté dans ces moments-là. Mais les répercussions, elles sont concrètes. Les répercussions de ce mode, où on est déconnecté, pour nous, c'est qu'en fait, on est dans l'impuissance totale. On ne devient plus propice à réagir à tout ce que la vie va mettre devant notre nez au cours de la journée. Tout devient un grain de sable supplémentaire. Le moindre pépin va se transformer en montagne. La moindre remarque, c'est comme si on te mettait un coup de poignard au cœur. Ou plutôt si on mettait un coup de poignard au cœur de ton ego. Pourtant, il existe un deuxième mode. C'est le mode dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Celui des enfants. Enfin, plutôt, je parle de deuxième mode. Mais comme je le disais un peu avant, il s'agit plutôt d'un premier mode. Le mode par défaut. Mais on a tellement plus l'habitude de l'utiliser qu'il est systématiquement, en tout cas chez la grande majorité des personnes, relégué au second rôle. Mais plutôt que de te l'expliquer, aller dans les mots pour t'expliquer de quoi il s'agit, ce que je te propose, c'est de le montrer au travers de la mise en scène suivante. On est le matin, tu n'as pas bien dormi, comme moi ce matin par exemple, et tu es sur le point de partir de la maison lorsque ta femme ou ton époux te rappelle un peu brutalement que tu dois aller chercher les enfants à la sortie de l'école en fin de journée et les emmener à leurs activités respectives. Alors, c'est pas le cadre, c'est pas ce qui s'est passé avec mon épouse de ce matin, ça s'en rapproche, mais c'est une scène assez commune du quotidien. À ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bah, t'es pris de court.
Tu ne te souviens pas avoir dit ça, et de toute manière, tu n'aurais jamais pu accepter ça un mardi. C'est ta journée de travail souvent la plus intense. Tu prends le volant, et tu n'arrêtes pas de penser à ça. Ça sort pas de ta tête. Lorsque sur l'écran de ta voiture, d'un coup, pouf, Apple CarPlay, quel que soit ton iOS de ta voiture, te rappelle que tu as 2 réunions dans l'après-midi. Donc là, tu rentres en mode on déroule. À peine t'arrives au bureau, tu te connectes à tes emails pour voir un peu, prendre la température. Et tu vois 3 messages urgents sur 3 projets importants qui nécessitent une décision stratégique avant la fin de journée au plus tard. Tu regardes ton agenda et vois que toute ta journée est complètement pleine. Et que pour que tout soit fait, tu devras au moins rester jusqu'à minuit au bureau. Et là-dedans, ça inclut absolument pas de quitter ton bureau au milieu de l'après-midi pour aller chercher les gosses. Comment vas-tu gérer ça ? Si tu agis sans recul, dans un état d'esprit déconnecté, eh bien en fait, tu vas réagir tout au long de la journée et transformer chaque petit événement en crise. Toi et ton partenaire allez sûrement vous sauter à la gorge par rapport à ces décisions, et à quel point l'autre peut être inconsidéré, faire preuve d'un manque de considération incroyable. Puis chaque collègue va se transformer en méchant. Ça va être le méchant de l'histoire qui va t'empêcher d'être le héros qui va sauver la journée en fonçant au travers des heures et des projets. Tout le monde devient tellement incompétent à tes yeux que ça en devient risible. Maintenant, imagine être dans un état d'esprit qu'on va appeler plutôt connecté. Tu vois, à l'inverse de déconnecté vs connecté. Tu revis exactement la même journée. Et tu remarques que ton épouse fait l'expérience d'une mauvaise journée. Parce qu'il la rend déconnecté et joue sur sa capacité à communiquer. Ses mauvaises paroles, ses soupirs, ses yeux en l'air, tout ça, ça devient un non-lieu. Le temps que tu arrives au bureau, tu déconnectes rapidement. Tu te fais juste une note mentale, de lui envoyer un petit message, quand ce sera tassé, pour savoir comment elle va. Et tu lui enverras ce message un peu plus tard dans la matinée. Tu passes au travers des urgences de tes collègues présentes dans tes emails, et vois que il y a des projets qui effectivement sont importants, et qu'il y en a d'autres que tu peux reporter au lendemain ou plus tard. Plutôt que de forcer une décision vis-à-vis de ce qui doit être fait pour les enfants, tu laisses mijoter ça en arrière-plan, avec la conviction que la solution, elle va forcément émaner à un moment ou à un autre. Et souvent, ça se passe quand on en a le plus besoin. Tu réalises aussi que tout ce que tu peux faire pour l'instant, et tout ce que tu peux faire pour l'instant, c'est tout ce que tu peux faire pour l'instant. Ne mets pas de pression supplémentaire sur tes épaules pour jouer au héros. Lorsque nous sommes connectés, nous savons que tout peut être géré au travers de notre bon sens et d'actions éclairées. Et les changements, deviennent évidents. Toutes les décisions à prendre deviennent évidentes. La vie, à ce moment-là, en fait, elle arrête d'être submergente. Tout se simplifie. Le monde cesse de ressembler à un problème qui doit être systématiquement réglé. Alors la question que tu peux te poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait ça ? Comment peut-on passer de déconnecté à connecté ? La beauté, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ça peut paraître simple, simpliste, dit comme ça, mais c'est la vérité. Être connecté, c'est notre état naturel. Nous n'avons pas à nous inquiéter de quelle technique apprendre ou mettre en place pour entrer, ou encore plus rester dans cet état. Parce que le moment où notre esprit se calme, se tasse, s'éclaircit, même si c'est pour un moment, on revient automatiquement aux paramètres d'usine par défaut. À chaque fois que nous faisons le choix, et j'insiste là-dessus, parce que c'est un choix, de ralentir un instant plutôt que d'accélérer, on reprend contact avec le rythme naturel de la vie. Cela nous donne la nouvelle option de surfer sur nos états mentaux quand ils sont hauts, de rester dans le jeu quand ils sont bas, et d'arrêter de gaspiller toute cette énergie mentale ou physique à essayer de changer, de contrôler ou de réparer tout ce qu'il se passe entre-temps. Pendant ce temps, celui en fait où tu es connecté, on cause moins de dommages dans le monde, et on cause moins de dommages en nous-mêmes. On est finalement plus en contrôle, tout en le lâchant complètement. Ça, c'est à mes yeux ce qui est le plus utile, lorsqu'on comprend que nos pensées, elles créent notre réalité. À chaque fois que je m'attrape en train de croire férocement une pensée qui me traverse l'esprit, à 60 000 par jour, je deviens capable de m'en distancier.
simplement en faisant ça. Et d'éviter de partir en vrille en me déconnectant de la réalité et de mon état mental par défaut. Plutôt que de blâmer notre travail, notre conjoint, l'univers, tout ce qu'il y a autour de nous, et ben en fait, on remarque que sans nos pensées, eh ben tout ça, ce serait pas un problème. Un problème qui est donc créé depuis l'intérieur, non pas depuis l'extérieur. Comprendre ça, c'est le vrai pouvoir.